avec les FEO. Donc c'est un événement qui se déroule sur une semaine, on va dire polyphonique même, puisqu'il y a un peu de son, avec trois formules, on va dire, de présentation de ce patrimoine. Une formule très scientifique avec une exposition qui vient de Paris, collection FEO, présentée dans les jardins, mise en scène par Mathieu, ici, dont on remercie l'ingéniosité, la rapidité d'exécution. Une présentation scientifique à travers les conférences proposées par l'équipe FEO. Donc hier soir, Christina Vibrant. Ce soir, Jean-Charles Castel en charge du projet Vatpou, in situ, peut-on dire. La semaine prochaine, on aura deux autres conférences. Une conférence animée par Pierre Pichard, qui est, on va dire, le spécialiste, me semble-t-il, français sur encore. Sur la restauration architecturale, encore. Excusez-moi les subtilités. Et on terminera cette partie scientifique un petit peu plus institutionnelle par une grande soirée le 23 avec de nouveau Jean-Charles qui nous proposera les prolongements du Vatpou qui est maintenant pour la coopération française dans une deuxième dimension beaucoup plus institutionnelle que restauration. Consacrée, on va dire, à la viabilité du site. Et puis Christine nous proposera également pour le 23 une visite un peu commentée de cette collection photographique pour clore la partie scientifique de l'événement. À cet événement scientifique s'ajoutent deux parties un petit peu plus culturelles, une partie travail artistique, peinture, photographie, collage avec Isabelle Botlo qui expose ses tableaux, une douzaine d'œuvres d'une belle qualité, je trouve, qui mettent assez bien en valeur le travail ancien dans une vision contemporaine. Et on vous proposera également vendredi soir prochain une pièce de théâtre, théâtre d'ombre et théâtre d'objets, qui mettra en scène une des légendes du Vatpou, parce qu'il y a plusieurs histoires sur le Vatpou, il y a plusieurs mythes, donc avec la compagnie de théâtre Kaoniao, compagnie avec laquelle on a l'habitude de travailler. Je rappelle que pour cette pièce de théâtre, il n'y a que 100 places, la capacité de la salle, que les entrées sont payantes, et donc il vaut mieux réserver si on veut avoir l'exclusivité de cette création. Alors je passe la parole à Christa Jean-Charles Castel pour l'événement de ce soir. C'est lent. Laisse un micro à Christine si elle veut donner des compléments. C'est une série de conférences scientifiques, mais moi je ne suis pas scientifique, vous l'avez compris, je gère l'action de la France, l'ambassade en particulier, sur le site de Vatpou. Et alors, l'intitulé de la conférence, c'était la protection, les défis de la protection d'un patrimoine invisible. Alors, bien entendu, pour commencer la conférence, j'avais envie de dire qui c'est l'idiot qui a inventé ce titre pareil. Et puis là, il y a 5 minutes, on m'a dit mais tu te rappelles pas, c'est toi. C'était à la fin d'un repas, après bien arrosé avec beaucoup de bière. Donc, je veux dire que c'est un très bon titre. Mais globalement, comme je vous l'ai dit, moi, je gère les actions de la France pas seulement sur le site de Vatpou, sur l'ensemble du patrimoine archéologique l'aide française de l'ambassade de France sur l'ensemble du patrimoine du sud de Laos, donc beaucoup plus large que Vatpou, et dans un but de protection, valorisation. Et bien entendu, c'est pas si simple. Donc on va expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi ils vont avant. Parce que quand on parle de l'action de la France en matière de protection et de valorisation du patrimoine, le premier truc qui vient à l'idée, c'est l'action sur Luang Prabang qui a duré depuis 20 ans. Et compte tenu des résultats de la valorisation de Luang Prabang a été classé en 1995, logiquement, on a dit le deuxième site classé au patrimoine mondial, c'est Vatpou de Champasak, on va faire pareil sur Champasak. Et voilà. Et c'est là que les choses se compliquent. Bien entendu, l'idée est bonne de dire on va valoriser et protéger la zone de Vatpou de Champasak, parce que depuis un certain temps, depuis longtemps, les FEO avaient commencé à mettre à jour tous les vestiges qu'il y avait là-bas. Et petit à petit, ce travail de mise en valeur, de reconnaissance scientifique a servi à faire aboutir le dossier de classement. S'il n'y avait pas eu le travail des scientifiques en amont, il n'y aurait sans doute pas eu le dossier de classement après.
Et une fois que ça a été classé, en 2001, pendant un certain temps, il n'y a pas eu d'action. Il y a eu des actions toujours scientifiques, mais pas d'action de valorisation du côté de la France. Il y en a eu du côté des Italiens. Et puis on a voulu, après, prendre le taureau par les cornes et dire on va y aller plus franchement, on va mettre plus de moyens pour aider Champasak à sortir de sa léthargie et à se valoriser, avec l'idée de dire on va faire quelque chose, on va réussir comme à Luang Prabang. Alors si je vous ai montré la carte de Luang Prabang, c'est pour vous montrer que Luang Prabang c'est très petit, c'est très concentré. Le périmètre noir que vous voyez, c'est la zone classée au patrimoine mondial, ça fait 8 km². Et l'ensemble de la zone que les visiteurs aiment, dans laquelle les visiteurs aiment déambuler, qu'on visite à pied, c'est toute la zone bâtie, avec toutes les belles architectures, très concentrées ici, là, qui fait à peu près un carré de 1 à 2 km sur 1 à 2 km. Ça se visite à pied, c'est très agréable. Et alors on va faire pareil à Champasak. Et bien à Champasak, vous avez le trait rouge du patrimoine mondial de Champasak, avec la vieille ville ancienne pré-ancorienne qui se situe ici, qui est elle aussi à peu près carrée. Et rien que la vieille ville ancienne de Champasak fait pratiquement la même taille que tout le site protégé de Luang Prabang. Alors que le site classé de Champasak fait 20 km sur 20 km à peu près, c'est 400 km². Il y a 4 districts à l'intérieur, une centaine de villages, 3 fois plus de population que dans la zone protégée de Luang Prabang. C'est rural. Luang Prabang, c'est une capitale économique. Il y a la matière grise, il y a des entreprises, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Et encore jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pas de route pour y aller. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc, le titre s'appelle « Défi de la protection d'un patrimoine invisible ». J'aurais dû le compléter. Alors, les défis de la protection d'un patrimoine, non pas invisible, mais peu visible, très étendu, et c'est que le début. On va voir qu'en plus, il est très étendu et dispersé, et qu'en plus, il est fragile. On dirait que tous les patrimoines sont fragiles en théorie, mais celui-là, il est particulièrement fragile au point qu'il y a des vestiges qu'on n'arrive même pas à les maintenir à l'air. Ça, c'est un vrai problème pour la valorisation. Christine, tu peux préciser? Oui, comme je l'ai expliqué hier, en fait, à chaque fois que des fouilles sont faites sur un site dans la ville ancienne, par exemple, et notamment les sites pré-ancoriens, où les briques sont très très fragiles, ne supporteraient pas d'être à l'air libre plus d'une saison, et surtout de subir les pluies de mousson. Donc les fouilles sont systématiquement rebouchées pour protéger les temples. Donc, une fois qu'on les a fouillés, on ne les voit plus à nouveau. Alors, quand l'UNESCO a fait son dossier de classement, l'UNESCO s'est basé sur les études des scientifiques. Et les études des scientifiques de l'époque ont permis d'aboutir à peu près à cet ensemble, en additionnant un certain nombre de critères culturels, archéologiques, paysagers, etc. Entre-temps, les travaux des scientifiques ont continué. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on aurait le même périmètre. On n'en a pas parlé avant, on vient de boire un coup. Je pose la question est ouverte. Alors, ne serait-ce que par exemple, ne serait-ce que l'an dernier, on a fait des fouilles en dehors de la zone archéologique ici. Du fait qu'on a découvert un site pré-ancorien majeur à 20 km au nord, etc. Donc c'est le site de Pumbalang qui est à 20 km que je vous ai très rapidement montré hier et qui a déjà subi des prédations pour ceux qui étaient là hier pour la conférence. Et effectivement, si c'était à refaire, on ne le ferait pas de cette manière-là, parce qu'en fait, il a été conçu en supposant qu'il n'y aurait pas d'aménagement intrusif trop important dans la zone. Et notamment, vous voyez que les 2 zones qui sont quadrillées en rouge ici, donc en bordure de Mekong, la ville ancienne et Wat Phu sont séparées, ce qui laisse entre les deux une brèche possible pour des aménagements urbains ou de transport contemporain, alors qu'il s'agit quand même d'une zone archéologique dont l'importance est aussi grande que la ville ancienne ou Wat Phu. Et vous voyez le petit point rouge qui est au centre, qui montre notamment un des temples les plus anciens sur lesquels une importante inscription a été trouvée, qui n'est donc pas dans la zone protégée. Donc en s'attaquant au chantier de Champasak, en fait, on s'est attaqué à un gros morceau. On n'avait peut-être pas bien conscience de toutes les difficultés qu'on allait rencontrer.
quand on s'est dit, ah ben, on a réussi l'encrement, on va faire pareil. Pas si simple. Toujours pour continuer sur les comparaisons. Là, le carré rouge que j'ai remis sur le plan de l'encrement, c'est le petit carré rouge de la ville ancienne de Champassac. Donc on voit à peu près la même taille. Donc en gros, la cité ancienne de Champassac, c'est la même taille que tout l'encrement, rien qu'avec ça. Alors, la cité ancienne de Champassac fait 2,4 km par 1,8 km. J'ai mis 2 km à peu près. Ça, c'est la différence On est- entre le on- scientifique et le communicant. C'est pour confirmer qu'on est bien dans les mêmes ordres d'idées. Ce que vous voyez là, c'est le plan d'occupation des sols, le land use plan, je ne sais pas comment on dit maintenant en français, c'est même plus plan d'occupation, on dit plan local d'urbanisme. D'une partie de la zone classée de Vatput-Champassac, qui vient juste de sortir, et qui est sur le centre de cette zone classée, où on voit justement l'emprise de la ville ancienne. Alors tout ce qui est en rouge, ce sont des vestiges. Et puis la partie du monument de Vatput qui est ici, quoi, qui est à l'extrême. Et au milieu, ben, la vie a continué. Toutes les parties oranges, c'est l'urbanisation. On n'est pas dans un petit joyau comme un plan de sauvegarde, une mise en valeur d'un centre historique dans une ville française où on dirait, ben là, il y a un petit quartier, c'est le quartier historique piéton. Voilà, on va le protéger, il n'y aura pas de développement économique à part des petites boutiques pour les touristes. Et puis tout le reste de la vie économique va se faire ailleurs. Pas du tout. Là, on est une échelle tellement grande qu'à l'intérieur, la vie continue. Donc, comme disait Christine, ils sont en train de construire une route, ils vont construire des châteaux d'eau. Enfin, on ne peut pas geler un territoire aussi grand. Donc il faut trouver des compromis entre les zones qu'on va essayer on va empêcher l'intrusion de nouveaux développements, et puis celles dans lesquelles on va essayer de continuer à se développer, alors même qu'on est à l'intérieur de la zone protégée. D'autant plus que protéger, pourquoi faire si c'est des choses qui sont en grande partie invisibles. Donc c'est déjà difficile de faire expliquer aux habitants qu'il ne faut pas qu'ils démolissent leur maison parce qu'elle a de la valeur, c'est du patrimoine architectural, mais s'ils la réhabilitent bien, ils pourront faire un bistrot, une guest house, ça attirera du développement économique des touristes, etc. Mais là, c'est beaucoup plus difficile. Si vous visitez la vieille ville il n'y a personne qui visite la vieille ville de Champassac, il n'y a pas un troquet, on ne peut même pas s'arrêter. Voilà, il n'y a que des archéologues, quoi. Alors là, vous le voyez, vous dites, ah mais pourtant c'est visible, ouais, parce que c'est des vues aériennes et qu'on les a soulignées en rouge, mais quand vous allez sur le terrain, il y a qu'elle qui voit. Moi je vois rien. Je vois une butte de terre avec 3 arbres, on me dit, oh c'est super génial, là, très 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 difficile de valoriser. Donc là on voit toute la zone classée, avec les principaux monuments répertoriés, donc les murs d'enceinte que vous voyez ici, les différentes enceintes successives de la vieille ville, et puis un certain nombre de temples, de monuments, qui se développent jusque assez loin d'ailleurs. Alors quand on dit site touristique, on dit ben c'est génial, on va pouvoir envoyer des tours opérateurs, faire des circuits et se promener. Ouais, à part que là l'échelle est tellement grande, il n'y a pas d'infrastructure, que c'est assez difficile d'aller voir les différents monuments, de traverser le fleuve, d'aller voir ici, il y a un site très intéressant de Vattomo. Bon, mais il n'y a pas de route d'accès, il faut traverser. Voilà, on est encore un peu des explorateurs, quoi. Donc le type de touriste qui va à Longpravant, qui va à Champassac, c'est des gens qui n'ont pas peur d'affronter la sueur, la chaleur, qui partent avec un sac à dos, des chaussures adaptées. Voilà, c'est pas du tourisme pépère pour personnes âgées qui s'arrêtent tous les 300 mètres dans un bistrot, c'est pas ça. Vous pouvez chercher la boutique de cartes postales, il n'y en a pas, il n'y en a qu'une, elle est là au centre de Vatput, au monument. Donc la mise en place de mesures de protection et de valorisation sur un site pareil, c'est un défi relativement vaste et complexe. Et c'est que le début. Ce dont on vous a peut-être pas encore parlé, parce que, enfin, je ne sais pas si on vous a parlé, l'intitulé de l'exposition s'appelle « Du Vatput à encore ». Ce que vous voyez là, c'est qu'un petit bout de tous les vestiges de la zone, qui sont précisément ceux qui ont été encerclés dans la zone classée par l'UNESCO. Mais je vous ai dit, si l'UNESCO devait refaire le classement aujourd'hui,
je suis pas sûr qu'ils verraient les choses avec le même angle de vue. Alors si on continue avec nos amis de l'FEO, je crois que, alors ça, on va revenir dessus après ça. Là, j'ai tourné la photo. Tout à l'heure, vous aviez le... Excusez-moi, c'est pour la diapo. Tout à l'heure, vous aviez le nord en haut, pardon. Voilà, là, vous aviez le nord en haut. Vous voyez, le fleuve est nord-sud. Vous voyez l'emprise du fleuve. Et là, j'ai tourné la photo en est-ouest. Donc, le fleuve est est-ouest. Alors, pour que vous voyez et que vous compreniez bien, enfin, je vais revenir. Tout ce que vous voyez là, ce sont des vestiges répertoriés. Alors, cette fois, on n'est plus du tout à l'échelle des 2 km ou des 20 km. On est toute la vallée du Mékong qui descend, avec la route qui va sur Angkor. Là, on a pris un tronçon de 50 km. C'est une carte que m'a donnée Michel Lorillard, de fait. Tous les points orange sont des vestiges répertoriés. Si je reprends maintenant ma zone UNESCO, ben voilà. Le trait rouge, c'est la zone classée des 400 km² de l'UNESCO. Mais on protège ce monument, mais pourquoi on ne protégerait pas ça? La route qui va jusqu'à Angkor, pourquoi on ne le protégerait pas? Alors il est un peu naturellement protégé, puisqu'en fait c'est largement inaccessible. Donc la meilleure protection pour un archéologue, c'est qu'il ne se passe rien, c'est que ce soit inaccessible. Mais... Ce qui a été abordé hier soir. Parce que depuis le départ, il y a toujours cette double approche. L'enjeu des scientifiques, c'est pas la valorisation économique, c'est pas la protection. Ça, c'est un truc du ministère de la Culture et du ministère du Tourisme, qui en plus au Laos sont les mêmes. Ministère de la Culture, Information, Tourisme. L'approche des scientifiques, c'est la connaissance. Donc parfois, le meilleur moyen pour préserver la connaissance, c'est de faire justement qu'il n'y ait pas de touristes et que ce ne soit pas mis en valeur. Donc quand on parle avec les scientifiques, leurs objectifs, c'est la course de vitesse pour glaner la connaissance. C'est faire l'inventaire, faire des mesures, faire des relevés avant que ce soit détruit. C'est-à-dire, je pense que les scientifiques sont un peu pessimistes. Ils pensent que de toute façon, tout ça, ça va être détruit en grande partie, et que la priorité, c'est de sauver l'information avant qu'elle disparaisse. Et je pense que les gens du ministère de la Culture et du Tourisme sont un peu optimistes en disant on va valoriser ça, parce que c'est sûr qu'une grande partie sera détruite, c'est déjà en train d'être détruit. Donc la question, mon travail au quotidien, c'est qu'est-ce qu'avec les moyens que j'ai, dans les délais que j'ai, je peux espérer protéger et valoriser avant que ce soit détruit. Et pour le reste du budget, faisons en sorte que pour le reste, on aide le FEO à finir l'inventaire, à avoir toutes les données scientifiques possibles avant que les choses ne disparaissent. Et là, je vous ai montré juste la partie du sud Laos, du sud-sud. Mais le patrimoine pré-angkorien du sud Laos a une étendue encore plus large que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vision sur l'ensemble du sud Laos, depuis la frontière cambodgienne jusqu'à Thaket. Tous les petits points blancs, ce sont des sites répertoriés. Je continue la même démonstration, je remets à l'échelle le site classé de Wat Phu Champasak, c'est ça. Et aujourd'hui, le service de gestion du site classé de Wat Phu Champasak, puisqu'il y a un seul service où il y a un petit peu de compétences humaines, est chargé de s'occuper. Enfin, il n'a pas de rôle institutionnel sur l'ensemble du reste, mais il sert de service de ressources humaines sur l'ensemble, sur les 5 provinces. À Tape, Salavan, Savanaket, Champasak, j'en oublie une. Bon, peu importe. Donc, moi, ma fonction, c'est responsable du Fonds de solidarité prioritaire patrimoine du sud Laos. C'est ça. C'est ça. Vous vous rendez compte de l'ambition démesurée par rapport à par rapport aux défis, sachant que pour les archéologues, cette région est la région qui scientifiquement attire est sous le feu des projecteurs, la région la plus intéressante pour la recherche, puisqu'on est sur la période avant encore, c'est-à-dire la période angkorienne est relativement bien connue. On est, pour faire simple, je dirais, du point de vue historique, c'est un peu le chaînon manquant, quoi. Entre la fin du néolithique, où il y a pas mal de recherches sur toute la préhistoire, il y a beaucoup de recherches sur la période angkorienne, et puis entre les deux,
entre le 5e et le 10e siècle, il s'est passé des choses qu'on connaît mal, et c'est là que ça s'est passé. Donc c'est un centre de recherche qui attire les chercheurs pour toute l'Asie du Sud-Est. Quelque part, une partie des origines de ce qui s'est passé, de l'urbanisation en Asie du Sud-Est, est née ici. Donc je comprends, aujourd'hui, quand je travaille à Vatpou, je vous parle de l'action de la France parce que moi je suis chargé de mettre en œuvre les fonds français, mais il y a des gens de nombreuses nationalités qui s'intéressent au secteur. Pas seulement... Alors bien sûr, les FEO a une longueur d'avance parce que ça fait 150 ans qu'ils sont sur place, mais c'est pour ça que tout à l'heure je voulais vous montrer un tableau qui est mal... Voilà. Ça c'est par exemple... Parce que dans mon travail, comme je suis le seul étranger en poste permanent, les autres viennent, font des missions et repartent. Comme je suis le seul à être en poste permanent, en fait je suis à la droite du directeur tous les jours pour essayer de gérer les priorités, les plannings, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ça, ce sont les programmes de coopération institutionnels au niveau national ou international, portés directement par les pays. Donc là, on voit déjà qu'il y a la France, il y a 2 programmes, enfin 3. Il y a le programme de l'FEO, il y a le programme de l'Agence française de développement, il y a le programme du Fonds de solidarité prioritaire de l'ambassade de France. L'Inde, il y a plusieurs programmes, des programmes de restauration, des programmes de formation. L'Italie, alors l'Italie ça va, ça vient, ça dépend des budgets de l'Italie. Le Japon, il y a plusieurs programmes aussi. La Corée qui se lance avec un très gros programme. Des programmes de l'ADB, ça c'est les grands institutionnels qui se mettent autour de la table. Là, il y a ceux qui ne sont pas invités à la table que je n'ai pas mis là, qui sont des coopérations plus petites ou plus ciblées ou pas centrées sur la partie archéologique, mais qui sont quand même présentes, où on trouve des Canadiens, des Australiens, des Suisses, des Allemands, plus des coopérations décentralisées de ville à ville ou de ville à région, où on a des coopérations qui viennent de Bretagne, de Chinon, de Corse maintenant, plus les coopérations universitaires. Il ne se passe pas une semaine à Vatpou sans qu'on ait une délégation qui vient nous voir pour nous proposer quelque chose. Et pendant ce temps-là, notre boulot quotidien, c'est de dire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, le titre n'était pas si idiot. Les défis de la protection de ce patrimoine peu visible, mais j'ajouterais élargi, dispersé, fragile. Quand on a un chantier énorme avec du temps limité et des sommes d'argent limitées, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, faire de la politique. Donc c'est ça, on fait de la politique. On passe notre temps à essayer de définir des axes prioritaires. Alors, sur le pré-encorien, qui est le patrimoine qui intéresse le plus le monde scientifique aujourd'hui, y compris l'UNESCO, quand on demande au département musée qui organise des expos, il dit tiens, on voudrait valoriser le patrimoine pré-encorien. La réponse a été immédiate, ah ouais, c'est vrai, on en a marre de l'encorien, il faut mettre les projecteurs sur ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est clair que c'est la chose qui est en train de monter aujourd'hui. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est tellement dispersé et fragile qu'on ne sait pas comment faire. Donc on cherche à mettre en place des stratégies pour protéger ce qu'on peut protéger, valoriser ce qu'on peut valoriser. Alors, parce que concrètement, ça c'est le dernier chantier que vous avez fait l'an dernier, qui se situe, donc c'est un chantier, on est face à une petite urbanisation, un temple avec un village autour, dont on pensait... Plusieurs temples avec un village autour. Dont on pensait à l'origine, parce que c'est pas très loin de la ville ancienne, c'est en dehors de la zone archéologique. C'est intéressant. Découverte en dehors de la zone archéologique classée par l'UNESCO. Comme quoi, il serait temps qu'on revoie un peu le classement UNESCO, du moins qu'on le réajuste, quoi. Et donc, au départ, on pensait, comme c'est à côté de la ville ancienne, à 1 ou 2 kilomètres de la ville ancienne. Oui, 2 kilomètres. On avait pensé que ça pouvait être une conurbation, une banlieue, une extension de la ville ancienne. Et puis, plus Christine et ses collègues se sont mis à fouiller, plus elles se sont excitées, parce qu'à mesure qu'elles découvraient, elles se rendaient compte que c'était plus ancien que la ville ancienne. Et que ça serait plutôt l'inverse. C'est peut-être là qu'a eu lieu les premières urbanisations, avant que la ville ancienne se développe. Donc on serait sur un patrimoine du 5e au 7e, 8e siècle, quelque chose comme ça. Oui, même probablement antérieur. Ça n'arrête pas de vieillir. C'est-à-dire
plus ça va, plus on s'approche du néolithique. Vous voyez, le chaînon manquant, on est en train de le toucher. Bon. Le problème, c'est que quand on regarde, ça fait pas frétiller les touristes. Hein. C'est jamais que des briques, des montagnes de terre. Elle a tellement de remue de terre avec sa petite cuillère qu'elle a pu reconstruire les pyramides d'Égypte. Voilà ce qu'on trouve. Des structures qui sont parfois déstructurées, d'autres qui sont encore en état. Voilà. Donc tout le monde était aux anges, la télévision est venue, la télé nous a dit qu'ils ont fait un reportage. C'est la première fois dans l'histoire de la télé là-haut qu'ils ont eu autant d'appels, les gens étaient extrêmement intéressés par ça. Mais au final, on a fait quoi? On a mis un film cellophane et on a rebouché. Quoi. Que pouvait-on faire d'autre? On ne pouvait pas le laisser à la pluie. Voilà. Donc on a... Alors imaginez qu'au lieu d'être là-haut, on soit en France. Imaginez qu'on soit dans un pays qui met énormément de moyens dans sa politique patrimoniale. Un truc comme ça. Alors là, on aurait tout de suite créé un grand centre avec des découvertes, on aurait couvert les choses, on aurait mis des circuits, on aurait organisé un circuit touristique pour dire aux gens, avant d'aller à Wat Phu, on va faire un circuit pédagogique, vous allez vous arrêter là, c'est là que l'histoire a commencé, puis après on va visiter la ville ancienne, puis après on finit à Wat Phu, et puis après on vous finit sur l'axe d'Angkor. Vous prenez un ticket pendant 2 jours, vous en prenez plein la vue, avec des médias, on fait des reconstitutions vidéo de tout ce qui est, etc. Mais là, on a fait ça avec quel budget? Combien? Total. Tout compris, tout ça? Combien? 10 000 euros. Voilà. Un gros budget pour un archéologue. Voilà. Non, c'est ça. Donc on n'est pas dans les mêmes ambitions, les mêmes moyens. Donc la priorité scientifique a pris le dessus, on protège. On recouvre, on protège. Et on essaye de faire en sorte de sensibiliser, et ça fait partie de mon boulot, ça fait partie d'une partie du budget que j'ai fait, c'est sensibiliser les élus locaux, les populations locales, pour éviter qu'ils viennent déborder dessus et construire dessus et l'abîmer. Parce que là, à 10 mètres, il y avait une entreprise qui était en train de grignoter pour pouvoir progressivement venir s'implanter là. Voilà, à 10 mètres, il y a une entreprise, une briqueterie moderne qui est en train de creuser la terre très profondément dans la zone archéologique et donc peut-être en train de détruire des structures. Et vous remarquez que sur le site, il y a énormément d'arbres qu'on a été obligé de préserver puisque le tertre archéologique est planté récemment en teck. Donc ce sont des jeunes tecs là que vous voyez et qui sont censés arriver dans quelques années à 50 mètres de haut et forcément les racines aussi et donc en partie détruire la structure qui est en dessous. Bonne nouvelle. Donc, des nouvelles. Au début, je déprimais quand j'ai pris ce boulot. Non, mais bon, maintenant, on a l'habitude. On sait que une grosse partie va disparaître et que la priorité, c'est de terminer l'inventaire, répertorier tout, transmettre la connaissance aux générations futures, aux scientifiques. Ensuite, deuxième priorité, c'est mettre en place un statut du sol pour que les autorités locales se l'approprient. Parce que dans les autorités locales, il y a celles qui l'ignorent, qui ne savent même pas qu'il y a des choses qui peuvent intéresser les scientifiques à cet endroit-là. Et puis il y en a d'autres qui le savent, mais de toute façon, même le sachant, ils ne savent pas comment faire pour empêcher le développement urbain. Parce qu'il n'y a pas de système de droit des sols, il n'y avait pas de plan d'occupation des sols, il n'y a pas de système d'autorisation de permis de construire, toutes ces choses-là. Donc ça fait partie, c'est un autre volet de mon travail, de faire ça au quotidien. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai montré avec fierté le plan d'urbanisme qui vient de sortir, parce qu'il a été validé par le gouverneur le 6 janvier, donc c'est tout frais. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, autour des murs repérés, on a tout ça en coordonnées XY avec un GPS, on sait qu'il y a une zone de 20 mètres dans laquelle il est interdit de fouiller, etc. Et puis maintenant qu'on a fait ça, que les autorités se le sont appropriées, ils ont fait plus de 20 réunions là-dessus, donc ils ont eu le temps un peu de comprendre de quoi il s'agissait. On est en train de mettre en place des procédures de permis de construire, que les gens interviennent. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à 100%, mais la dynamique se met en marche, doucement. On a eu notre premier permis de construire cette semaine, un modèle du genre, très bien. On veut s'en servir pour pouvoir servir de modèle pour les autres. Voilà. Que pouvais-je dire d'autre?
parlé d'inventaire, sauver la connaissance scientifique, de sensibiliser la population, mettre en place des réformes institutionnelles, faire évoluer le droit du sol pour pouvoir protéger ce qui est à protéger, faire le tri entre les zones où on peut construire et les zones où on ne peut pas construire, trouver des dispositions là où il y a des constructions existantes en plein sur les vestiges, parce qu'il y a des familles qui vivent dessus, on ne va pas leur interdire de vivre pour autant, donc leur expliquer qu'ils peuvent continuer à agrandir leur maison, à condition de faire une maison en bois sur pilotis et pas des fondations tractopelles, enfin des choses comme ça. On essaie de trouver des solutions pour minimiser l'impact de l'urbanisation. Et puis vient le dernier volet, qui est la valorisation touristique. Alors la valorisation touristique, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit que devant un site du sud de Laos aussi grand, aussi dispersé, on va essayer de sélectionner quelques points, très peu, pour commencer, quelques vestiges, qui auraient la chance de pouvoir être très facilement accessibles à côté de la route. Parce que les touristes, on ne va pas leur demander de partir 3 jours dans la jungle. Donc, facilement accessible, on pourra amener un point d'eau, on pourra amener quelques informations, on pourra... garer les cars. Voilà, des choses. On va faire une analyse objective du site pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aménager. Mais après, on va sans doute construire une structure pour protéger les parties qu'on va découvrir si elles sont, pour ce qui concerne les parties fragiles. Et puis il faut s'assurer la collaboration de la population locale pour faire l'entretien, parce qu'un site comme ça, il faut le nettoyer, il faut l'entretenir, il faut le sécuriser, etc. Donc vous voyez il y a combien de vestiges répertoriés au total sur le sud de Laos? Plusieurs centaines, mais je ne sais pas combien de centaines. Je ne sais même pas si on les a comptés réellement encore. On en découvre, je dirais pas tous les jours, mais encore fréquemment. Donc on va commencer par un, peut-être deux. Et puis, on va essayer de se confronter concrètement à la valorisation de ce type de site, particulièrement fragile, en disant que c'est un exemple pour attirer, pour sensibiliser, en disant, vous voyez, il y a eu une histoire avant Vatpou, il y a eu une histoire avant encore, et après, on va travailler avec les tour opérateurs, les fabricants de guides touristiques pour faire reconnaître ce site-là. Alors, celui... dont tu as parlé tout à l'heure, Pumalang, c'est vraiment un site tout à fait extraordinaire qui a été découvert par hasard il y a quelques années à l'occasion de travaux routiers. Je regarde où il est sur une carte. Il est là on le voit. Je vous ai montré. Il est en dehors de la zone UNESCO. C'est intéressant puisqu'il est en dehors. Ouais, il est là, il est dans le coin. Ici. Pumalang. Donc, à 20 km de Vatpou. Très bon exemple. Il n'est même pas dans la zone classée UNESCO. Il a été découvert début des années 90, quand ils ont commencé à faire des travaux routiers. Il a été découvert en 2009 lorsque la route a... pourquoi j'ai dit 90, excusez-moi. Je voulais dire 2010. Détruit une partie du temple qui était en bordure du Mékong. Ouais. Donc, parce que la route a commencé vers 2009, c'est ça. Voilà, et le reste du temple est à flanc de colline, donc il y a une partie qui a été préservée jusqu'à très récemment, et donc une partie qui était en bordure du Mékong, juste sur le tracé de la route, qui a été détruite donc, par les bulldozers. Et donc c'est en voyant le chantier, en voyant quelques cailloux atypiques, briques atypiques dans le chantier, qu'un archéologue passant par là s'est dit tiens c'est bizarre, ça me dit quelque chose ce type de brique. Et puis après, Indiana Jones a fait son boulot, ils ont recherché la source d'origine d'où venaient ces briques et ils ont retrouvé le temple d'origine, à combien 500 mètres un peu en hauteur dans la montagne à peu près. Quoi. Et alors, donc là vous voyez que je vous ai dit que la carte était à l'envers, le nord est par là, donc Paksé se situe ici. On a la route maintenant qui conduit direct à Vatpou. Sur la route, à 10 km, on a ce fameux temple de Pumalang. On continue la route. On arrive dans la ville ancienne, sur la fouille que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est l'ancêtre plus ancienne que la ville ancienne. Ensuite, on a la ville ancienne proprement dit. Et ensuite, on a la partie angkorienne avec Vatpou et la route d'Angkor.
qu'on peut trouver un moyen de reboucler après par Dantalat et revenir par Wat Tomo. Vous imaginez le potentiel touristique qu'il y a? Considérable. Considérable. À part que, au lieu de travailler sur une échelle de 2 km comme à Luang Prabang, on travaille sur une échelle d'un circuit où on va faire aller-retour près d'une centaine de kilomètres dans la journée. Donc ça demande de l'infrastructure, ça demande de l'organisation des transports, des tours opérateurs, etc. C'est un défi beaucoup plus difficile. Néanmoins, ben voilà l'objectif qu'on se donne, c'est essayer de valoriser ce circuit-là au moins. Et parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on a des autocars géants à 2 étages de taille, là, qui arrivent à toute vitesse, qui foncent direct à Wat Phu, qui passent 1 heure sur Wat Phu, qui font 3 photos, qui jettent leurs poubelles par les fenêtres et qui repartent. Donc, non, mais ça, je ne déconne pas, parce que le matin, quand je vais au boulot, je suis la route, et ça m'arrive souvent de suivre un autocar, je vois les gens qui jettent les déchets par la fenêtre. Ça fait que maintenant, on a une jolie route de 45 km qui va de Paksé à Wat Phu, mais de part et d'autre, c'est jonché d'ordures. Hein. Un des prochains problèmes qu'il va falloir qu'on gère maintenant, c'est les ordures à cette échelle-là. Je ferme cette parenthèse. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tourisme de masse qui se développe, très intensif, très concentré, très rapide. Qui fait Wat Phu aller-retour, dans la matinée, c'est fini, et l'après-midi, on va aller voir les dauphins ou on va aller voir autre chose. C'est ce que vendent les tours opérateurs. Quand on prend c'est là qu'on voit complètement la différence avec Luang Prabang, où à Luang Prabang, il y a tellement de patrimoine concentré dans le même endroit qu'on n'y va pas pour 1 heure. On passe 1 jour ou 2 jours, on visite. Et le budget moyen d'un touriste à Luang Prabang est de l'ordre de $200, alors que le budget moyen d'un touriste qui vient de Champasak, c'est $2. C'est-à-dire le prix du ticket. Donc vous faites une moyenne entre le prix du ticket là-haut et le prix du ticket à l'étranger, et ça fait à peu près le retour que vous avez. Or, quand on voit le potentiel touristique extraordinaire dont je viens de vous parler, on pourrait passer un temps à Phumalong avec des guides, on pourrait voir l'ancienne ville plus ancienne que la ville ancienne elle-même, on pourrait voir Wat Phu, on pourrait voir la route d'Angkor, revenir par Tomo, etc. On passe 1 ou 2 journées, on aurait une diffusion du développement économique, et là on pourrait avoir effectivement là aussi un touriste qui dépense $200, et on aurait une vision beaucoup plus globale et une sensibilisation beaucoup plus forte à l'ensemble du patrimoine. Mais c'est un chantier à grande échelle, et c'est pas nous, Français, avec nos petits budgets, qui sont importants d'un certain point de vue, mais petits néanmoins, qui allons porter tout ça. Donc, première chose, notre objectif, c'est l'exemplarité. On commence, on essaye, on va essayer avec Phumalong. Si on arrive à faire les choses avant qu'ils aient fini de le détruire. On va essayer de faire passer cette politique. Il y a eu un schéma directeur qui a été validé également en début janvier, qui reprend ce principe-là. Et puis, deuxième chose, du fait que moi je suis présent en permanence toute la journée à côté du directeur, on essaye d'entraîner les coopérations étrangères dans la même logique. Parce que les coopérations étrangères, pour un certain nombre d'entre elles, n'ont pas encore fait ce cheminement, elles sont encore concentrées sur la restauration de Wat Phu et uniquement Wat Phu. Bien sûr, parce que Wat Phu, c'est ce qui est médiatiquement visible. Donc c'est beaucoup plus visible de dire on a fait une restauration à Wat Phu, on va mettre un panneau pour dire regardez, ça c'était fait avec l'aide d'un tel ou un tel. Nous-mêmes, les Français, on le fait aussi. Mais au-delà de Wat Phu, l'enjeu, c'est la valorisation de l'ensemble de la région, et pas uniquement vendre un ticket d'entrée à Wat Phu, dont l'argent ne profite même pas à Wat Phu ni aux restaurations. Voilà le challenge, les défis de la valorisation de ce patrimoine, donc qui n'est pas seulement peu visible, mais qui est en plus, je dis, dispersé, très étendu et très fragile. Et qui a une importance scientifique majeure dont on n'a pas encore connaissance. Voilà, et ça progresse. J'ajouterais que, en fait, comme Jean-Charles disait tout à l'heure, il est vrai que parfois les archéologues préconisent, comme pour la route d'Angkor, de ne pas y toucher tant que le pays n'est pas capable de prendre en charge la sécurisation et le développement de certaines zones. Par contre, lorsque une zone, un temple, un site comme Phumalong est déjà en cours de destruction, le seul moyen pour essayer de le préserver, c'est justement de le remettre au jour, de manière à ce qu'une fois rendu visible, on puisse éviter des destructions qu'on nous dit involontaires. Alors, par exemple, sur Phumalong, c'est particulièrement intéressant parce qu'il n'y a pas que des briques,
il y a aussi des bouts de superstructure. Donc si on arrive à le reconstituer, on risque d'avoir des éléments en élévation, ce qui est toujours plus parlant pour les touristes que d'avoir que des fondations en bas. Notre ennemi, c'est le temps. Voilà. C'est une course de vitesse entre la vitesse du développement économique, le temps qu'il faut, nous, pour mettre en place les transformations institutionnelles, la prise de conscience, etc. On a une course de vitesse entre les deux. Est-ce que le développement va aller plus vite que nous ou pas? Et puis le fait que pour faire ça, il faudrait avoir une visibilité budgétaire à très long terme et qu'on jongle avec des petits budgets, quoi, à court terme, je veux dire. Moi, là, en 2013, on a passé le temps à renouveler le programme précédent qui s'achevait. Et on a mis en place, on a décroché un nouveau programme pour une durée de 4 ans. C'est bien, 4 ans. À l'échelle de la visibilité budgétaire de la France, c'est bien d'avoir un projet de 4 ans. Mais néanmoins, là, c'est une politique à 30 ans qu'il nous faut. Le temps de former les gens. Donc la solution, on a trouvé. La solution, on forme les archéologues très très jeunes maintenant. Voilà. C'est ma fille, alors je l'ai mise là, elle bouge pas, elle surveille le site. Voilà, pendant 30 ans. C'est ta remplaçante. Bon, elle n'est pas là ce soir, donc c'est un clin d'œil. Nous sommes à Poumalongue, là, sur un des vestiges qui reste. Voilà, je termine moi sur cette note d'humour et je prends toutes vos questions. Avant la question, si je peux me permettre, juste pour préciser, pour donner un ordre d'idée, la crise est telle que les budgets qui étaient alloués à l'archéologie il y a 15 ans de la part du ministère des Affaires étrangères français a été divisé par 5 en 15 ans. Donc on ne fait plus les mêmes choses avec 5 fois moins que ce qu'on faisait avec 5 fois plus il y a 15 ans. Donc si on pouvait être à peu près une quinzaine de spécialistes et avoir 3 chantiers en cours en même temps sur la zone de Vadepou, aujourd'hui on est 2 ou 3 spécialistes et on fait juste des petites tranchées sur 1 mois et demi au lieu de rester 6 mois à travailler sur place. Avec des ouvriers qui sont adorables, qui se donnent et qu'on paye 40 000 kipes par jour. C'est pour ça qu'on a à faire tant de boulot avec si peu de moyens. Voilà, on avait à peu près 70-80 ouvriers à 15 ans, on a plus de 15 en majorité par mois, enfin par équipe. Par chantier. Bonsoir, merci pour votre... Ça peut marcher, hein. Merci pour votre présentation extrêmement intéressante. C'est pas une question que je vais vous poser, si vous le permettez, c'est une opinion que je vais émettre sur cette présentation. Vous avez évoqué 3 facteurs dans votre émission. La protection du site, suivi d'un certain arsenal juridique pour tenter de le protéger par l'interdiction, en quelque sorte. Ça revient un petit peu à ça. Et puis enfin une valorisation touristique. À mon avis, il manque une composante, si je peux me permettre, mais c'est la valorisation auprès de la population locale. Parce que tous ces sites-là sont connus depuis des générations par les gens qui habitent sur place, mais ils n'en connaissent pas l'histoire. Et je pense que cette histoire, c'est aussi leur histoire. Tout comme un habitant de Nevers, quand on creuse un parking et qu'on trouve une chapelle du IIIe siècle, un site archéologique, je pense que l'habitant de Nevers se sent un peu l'héritier de ce site. Et je pense que ça mériterait qu'il y ait un petit peu une information de ces populations sur les pierres qu'ils ont connues, dans lesquelles ils ont joué pendant toute leur enfance, leur donner un sens qu'ils ne connaissent pas du tout et que pour l'instant j'ai l'impression qu'ils restent un peu dans cette ignorance. Votre question tombe très bien parce que ça faisait... C'est effectivement une lacune, j'ai sauté par-dessus cet aspect-là. Sur le social, il y a 2 aspects.
sur la façon dont les projets sont tournés vers les habitants, il y a deux angles. En ce qui concerne les budgets sur lesquels je travaille, il y a tout un volet tourné vers la communication, vers les habitants. On va y compris faire des traductions en lao, des panneaux en lao, etc. Ce volet-là va se mettre en place. Mais il y a un deuxième volet qui est en quoi le développement économique qui est censé émerger va-t-il profiter aux habitants? Alors ça, c'est un deuxième volet. On commence à peine à commencer à réfléchir avec Aurélie Bellon. C'est bien ça, Aurélie? Parce que dans l'arsenal des outils qui existent, pour faire simple, si on regarde les outils que la France met en place, il y a le fonds de solidarité prioritaire, c'est le dossier que je gère en priorité, qui est tourné vers l'aide aux institutions, tourné vers l'aide aux fonctionnaires, au ministère de la Culture, tout le volet institutionnel, juridique, etc. Il y a d'autres volets portés par l'AFD, Agence française de développement, qui est tourné vers le développement économique, la réhabilitation, les bâtiments, etc. Et puis il existe un troisième outil qui s'appelle le Fonds social de développement, qui est géré par Aurélie. Alors lui, il est on est en train de finir le premier, on n'a pas lancé le suivant, donc c'est pour ça qu'il y a un creux tout de suite. Mais qui lui a l'avantage d'être tourné vers les habitants dans le sens où il est dédié directement aux associations d'habitants, sans passer par le biais de l'administration. Parce que le travail qui consiste à faire participer les habitants et faire en sorte qu'ils aient des retombées économiques à travers le projet que je gère, bien sûr qu'on en a la volonté, mais c'est toujours filtré par le fait que ça passe par l'administration qui garde des budgets pour elle. C'est-à-dire qu'à plusieurs fois, on a demandé, tout simplement, regardez, former les guides. Former les guides, vous dites la population, on peut la sensibiliser, elle peut développer des connaissances, et puis il y a beaucoup de jeunes, un certain nombre de jeunes qui maintenant sont bilingues et pourraient devenir guides pour travailler pour des petites entreprises de tourisme, des choses comme ça. Et on a essayé à plusieurs reprises d'affecter une partie du budget formation guide, de l'ouvrir pour qu'il ne soit pas dédié qu'aux fonctionnaires, mais qu'on puisse faire venir des gens du village, et à chaque fois c'était refusé. Voilà, parce que dans la mesure où l'argent est géré par l'administration sert l'administration, et puis c'est tout. Et donc, ça serait intéressant de compléter l'approche qu'on met en place par d'autres moyens qui sont comme ceux que font le Fonds social de développement, qui sont encore tout à fait en train de balbutiant la hausse, mais qui visent à apporter de l'aide directement aux associations d'habitants. Alors que c'est très difficile à Laos, et en particulier dans le sud de Laos, parce que la notion d'association d'habitants n'a pas vraiment de statut juridique. En fait, quand une association d'habitants existe, c'est parce qu'elle a été adoubée par l'administration. Donc mais là, je vais laisser Aurélie compléter, parce que je ne peux pas aller plus loin sur ce terrain, si tu veux. Mais ça serait vraiment avoir le triptyque qui marche, c'est-à-dire l'Agence française de développement qui finance de l'investissement, des bâtiments, des routes et des choses comme ça. L'ambassade qui aide au renforcement institutionnel, la mise en place d'un droit des sols, d'un droit de l'urbanisme, des régimes de protection, de l'inventaire, etc., qui aide le ministère de la Culture et le ministère des Travaux publics. Et un fonds social qui aide les associations d'habitants. Dans l'idéal, ça serait le triptyque parfait. Dans la pratique, on est encore... on essaye de conjuguer les trois et on est encore débutant dans ce domaine-là. Et le Laos est encore débutant dans ce domaine. J'ai dit trop de conneries là. Je suis viré, madame. Tu veux dire un mot? Non? J'ai tout dit? Ou tu prends pas de risque? C'est moi qui prends. Ça sent, si je dis des conneries, il faut me reprendre parce que ça m'arrive. Suivant un peu la question, enfin, l'observation de l'autre personne, je me demande si quelque chose a été fait auprès du ministère de l'Éducation ou des opportunités pour les étudiants de venir voir sur place et d'apprendre un peu sur le réel de leurs ancêtres, de ce qui s'est passé là.
ça marche. Ça marche dans le sens où on voit régulièrement des écoles qui viennent. La visite du patrimoine est intégrée dans les circuits scolaires. Je ne sais pas dans quelle mesure la France a apporté des moyens pour ça. Peut-être un peu, mais je ne sais pas. Les Japonais en ont apporté à une époque. Ils ont même fait un petit musée local, des arts et traditions, tout ça. Mais sur Champasak, je ne sais pas si la France est intervenue sur le volet éducatif. Alors dans le fonds social de prioritaire que je gère, il y avait une petite ligne aussi pour ça. Mais vous avez compris qu'on a peu d'argent et qu'on n'a que des petites lignes. Donc on fera ce qu'on peut avec une petite ligne. On ne l'a pas oublié, mais il faudrait faire beaucoup plus, bien sûr. Et un des enjeux qu'on a, enfin un des enjeux du développement local, c'est d'abord l'éducation des habitants pour qu'ils accèdent à un niveau d'échange avec les touristes pour pouvoir participer au développement touristique. Un truc tout bête, mais c'est que dans la zone là-bas, il n'y a pas d'offre, ou pratiquement pas d'offre, d'un restaurant aux standards internationaux. Vous trouvez qu'un petit machin sous une tôle ondulée, on vous sert une soupe. Donc forcément, il y a toute une partie du tourisme qui veut quelque chose à un niveau plus élevé, et les standards plus élevés, en fait, sont pris par des groupes internationaux, mais profitent très très peu aux habitants, très très peu au personnel, très peu, même le personnel des restaurants sont peu des habitants locaux. Il y a un grand ruisseau là de haut de gamme qui s'est développé à Champasak, qui est fait par des investissements étrangers, où au début il y a eu quelques personnels laotiens. Le personnel laotien a été remplacé par un personnel venant d'autres pays. Donc là, on a vraiment un enjeu, mais alors c'est à long terme aussi, un enjeu d'éducation pour que le personnel, les personnes laotiennes puissent profiter de ce développement. Et alors, un autre aspect comme ça, un autre volet, c'est la concurrence foncière. Alors ça, c'est un problème de toutes les valorisations touristiques du monde et de tous les sites UNESCO du monde. C'est que quand un site commence à prendre de la valeur touristique, les riches achètent les terrains et chassent les gens modestes. Et je viens d'avoir un exemple très très récemment le long du fleuve, tout près de la ville ancienne, où il y avait une famille de Laotiens qui avait un petit boui-boui en tôle où ils vendaient 3 paquets de cigarettes, 2 bouteilles d'eau, c'était leur petit machin pour survivre au quotidien. À part qu'ils avaient un terrain magnifique avec une super vue sur le fleuve et des cocotiers, trucs géniaux. Et ils ont vendu leur terrain 10 000 $ à un étranger pour aller, eux, construire un autre boui-boui le long de la nouvelle route qui s'est construite, qui est toute moche et qui n'a rien à voir en termes d'environnement, parce qu'ils se sont dit, là, il y aura plus de bagnoles qui passent, on va vendre plus de petits trucs pour survivre. Pendant que l'autre est en train de faire, le gars qui a acheté le terrain, est en train de faire un investissement immobilier, une guest house de luxe, etc. Donc là, ça c'est typique, on voit que, ils ont ni l'éducation pour comprendre ce qui se passe, ni les moyens économiques pour avoir l'effet de levier pour faire des investissements, et donc ils préfèrent partir, laisser le bon terrain aux étrangers, plutôt que d'essayer d'aller chercher, gagner leur vie ailleurs, le long de la route, quoi. Donc ça c'est typiquement le genre de choses qui est l'effet pervers de tout le développement économique. On sait que le développement économique aura ses effets pervers. Donc là encore, on est dans une course de vitesse. Notre ennemi, c'est le temps. C'est dans quel délai, dans quel temps on peut arriver à former un certain nombre de gens localement pour qu'eux puissent profiter aussi, avoir des bons salaires, avoir des bons jobs, devenir des guides, être intégrés dans le développement, pour que le développement ne soit pas phagocyté par quelques grandes compagnies. Taille. Oui, je me présente Taille Kalankote, simplement. J'ai bien compris qu'il y avait une relation entre Angkor Wat et le Wat Pho. En quoi, finalement, les budgets accordés pour le temple principal ne pourraient pas venir à aider aussi à vous financer? Et la deuxième question également, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le mécénat d'entreprise est terriblement important. On voit bien avec la restauration de la galerie des glaces à Versailles, faite par les Japonais, je crois que c'est Sony qui avait ça, ou encore les jardins de Versailles, faits par des entreprises américaines. Pourquoi vous ne faites pas un appel international et des entreprises internationales qui seraient peut-être très heureuses de vous donner les moyens, parce que quand vous parlez de 10 000 euros, peut-être il y a des budgets colossaux qui pourraient vous venir en aide à vos projets. Bravo.
Moi, je t'embauche. Je t'embauche. Non, voilà. Favorable, après, il faut trouver le temps de faire ça en plus. Tout le reste, Si je peux me permettre de dire deux mots sur ce sujet. Au niveau scientifique, si je peux me permettre juste de dire deux mots, bien entendu, l'École française Extrême-Orient, n'ayant pas le budget d'assumer des énormes chantiers, comme on vous l'a dit tout à l'heure, fait une recherche de mécénat auprès des grandes entreprises françaises, même internationales. Il faut dire maintenant que ce sont des entreprises qui sont extrêmement sollicitées au niveau mécénat et qui donc ont une tendance à donner à des choses qui sont extrêmement médiatiques pour eux. C'est-à-dire que le nom d'Ancor va être 10 fois plus médiatique que le nom de Vadpoo qui n'est pas encore très connu. Donc pour l'instant, on est confronté au fait qu'il va falloir faire découvrir Vadpoo, le médiatiser un maximum pour que ça donne envie à des entreprises éventuellement de mettre de l'argent sur des sites qui sont justement en partie invisibles, comme on l'a dit, et pas forcément extrêmement valorisants pour une entreprise privée. Voilà. Aujourd'hui, la seule chose un peu connue médiatique, c'est le monument de Vadpoo lui-même. Et là, sur ce monument-là, il n'y a pas de difficulté. Il y a beaucoup de partenaires qui sont prêts à se précipiter sur ce monument, qui reçoit, hors festival, actuellement à peu près 200 000 visiteurs par an. Non, 100 000, 100, ouais, à peu près 200 000 visiteurs par an. Mais justement, l'objectif de l'UNESCO, c'est d'arrêter la concentration sur Vadpoo, parce que ça fragilise le site, parce que c'est du tourisme de masse, etc. Donc ce qui serait encore un défi encore plus grand, c'est d'arriver à faire venir des gens en dehors de Vadpoo, quoi. Surtout les sites alentours dont on vient de parler. Ouais. J'ai une question, enfin, on voit bien les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Moi j'ai une question technique posée à l'archéologue. Vous avez dit tout à l'heure que la conservation des sites était très compliquée, voire impossible, et que vous étiez obligé de reboucher pour protéger les structures, notamment à cause de la fragilité des briques, puisque tous ces temples, enfin la plupart des temples sont en briques. J'ai visité il y a quelques jours le temple de le site de Sambor Prey Cook, qui est un site pré-angkorien aussi au Cambodge, des temples en briques qui semblent se porter comme des charmes. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un problème particulier qui se pose sur les temples de la région de Champasak. Alors ce que vous voyez de Sambor Prey Cook, c'est effectivement la première capitale pré-angkorienne qui se situe au Cambodge, mais elle a en gros 300 ans de différence entre la ville ancienne de Vadpoo et Sambor Prey Cook. Ce qu'on voit de Sambor Prey Cook, même si on sait qu'elle est fondée au VIe siècle, ce qu'on voit date de la fin du VIIIe siècle. Alors là, nous sommes sur des monuments qui sont du 5e, 6e siècle, qui n'ont pas été construits avec la même technique, avec la même terre. Les briques ont été beaucoup moins cuites dans la région de Vadpoo que dans la région de Sambor Prey Cook, et donc de ce fait elles sont beaucoup plus fragiles, simplement parce que nous ne sommes pas tout à fait sur la même région, et encore une fois avec 300 ans de différence. Donc c'est pour ça qu'à Sambor Prey Cook vous avez des élévations conservées, alors qu'à Vadpoo tout s'est effondré depuis très très longtemps. Est-il possible de faire changer l'UNESCO et lui faire réviser son périmètre? Alors il y a eu une réunion avec l'UNESCO au mois de novembre à laquelle tu as participé. Et la position de l'UNESCO, c'était il faut que la demande vienne des Laotiens. Et aujourd'hui, c'est pas évident parce que les Laotiens ont été très surpris des débats qui ont eu lieu, qui ont abouti au périmètre qui était là. C'est-à-dire dans leur tête, ils ne pensaient pas que ça serait si grand. À part quelques experts comme Yenkyo, quelques archéologues. Mais dans leur tête, on allait classer Vadpoo. Et quand ils ont découvert après coup qu'on avait classé 400 km², après tous les débats qu'il y avait eu avec les experts du ministère de la Culture là-haut, jusqu'à très récemment, moi, j'ai rencontré des officiels qui m'ont dit que c'était une calamité, ce classement UNESCO, qui avait pris un périmètre beaucoup trop grand. Parce que justement, ça inclut des populations, ça inclut des infrastructures qui après sont contraintes dans leur développement. Donc
Donc la pilule d'un périmètre aussi grand est déjà très mal passée. Donc quand on leur dit maintenant ça serait bien de voir plus grand, le débat va se poser. Hein. C'est vraiment l'ordre du jour, ne serait-ce qu'à cause du fameux site de Poumalong dont on vient de parler, là, qui est le petit point blanc qui est là, qui est juste en dehors qui est tout près de Paxé, en plein sur la route et qui est en train d'être détruit. Et puis il y en a d'autres. Hein. La question va se poser. On a fait la révision du schéma directeur qui vient d'être approuvé. On a fait exprès d'agrandir le schéma directeur. Au départ, ils voulaient faire le schéma directeur que sur la zone. On l'a fait d'ici, de ce monument-là, jusqu'à Paxé. Juste pour dire, oui, il y a plein de trucs autour. Et la question va se poser de plus en plus. Ceci dit, après, c'est l'UNESCO qui va avoir un problème. Ça veut dire quoi de faire un site infiniment grand? C'est déjà un des sites les plus grands. Je ne sais pas si c'est le plus grand. C'est un site gigantesque, extrêmement difficile à gérer. Après, on revient sur la question des moyens, parce que première étape, on essaie de mettre en place des moyens institutionnels, juridiques, etc., des règles, travailler avec les représentants des districts. Bon. Mais après, quand il y a des règles, il faut les appliquer, il faut mettre en place une police, il faut aller surveiller ce qui se passe. Or, aujourd'hui, le budget pour se déplacer, le budget de déplacement du service, du personnel, de la direction du patrimoine mondial à Vadepou, c'est 8 $ par mois par personne. Tout compris. Les per diem, l'essence, les frais de péage, les passages du bac, etc. Vous vous rendez compte la surveillance qu'on peut mettre en place sur un territoire aussi grand avec 8 $ par mois par personne? Quand on a un agent qui a que 8... Alors, comment ils font? Pour l'instant, ils font parce que la France donne 20 fois plus. Avec notre petit budget de rien du tout, ça fait quand même 20 fois plus pour eux. Mais néanmoins, la France ne va pas donner éternellement. Et à un moment donné, il va falloir que la croissance économique du Laos, qui fait 8 ou 9% par an, finisse par avoir des retombées dans les zones protégées du patrimoine mondial. Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, le budget de fonctionnement, la part du budget de fonctionnement consacré au per diem et au déplacement à Vadepou, c'est entre 5 et 6 000 $ par an pour tout le service de Vadepou qui comporte 50 personnes. Vous imaginez un peu, il n'y a qu'une seule voiture. Donc aller faire tout ça, de toute façon, ils en ont une autre de voiture, mais elle est en train de pourrir sur le parking parce qu'ils n'avaient pas les moyens de l'entretenir. Donc voilà. Donc faire une police de l'archéologie et de la construction avec des mecs à mobilette et qui n'ont pas de moyens de se déplacer. Là, j'ai travaillé au mois de novembre-décembre pour réussir à faire passer une règle acceptée par les partenaires d'augmentation des per diem de déplacement pour le personnel de 500 kips par kilomètre. Voilà. Parce que les gens ne voulaient même pas se déplacer parce que le per diem qu'on leur donnait pour aller quelque part était inférieur au coût de revient réel. Donc quand on a des salariés qui gagnent pour certains 70 ou 80 $ par mois, qu'est-ce que vous voulez? Et qu'en plus on leur dit tu vas te déplacer à perte, ils préfèrent rester au bureau. Voilà, donc voilà, là on se heurte sur des trucs hyper concrets. Mon quotidien c'est ça. Je compte l'équipe, puis l'équipe, les équipes, et puis voilà. Est-ce que ce serait intéressant de peut-être revoir le mode de classement justement de l'UNESCO qui raisonne par périmètre et peut-être de cibler plus sur des zones vraiment peut-être beaucoup plus ponctuelles, ce qui permettrait de gérer beaucoup plus facilement à la fois les lieux et les fonds dédiés à ces lieux, et ce qui serait ressenti peut-être moins comme un carcan par les populations locales qui se retrouvent vraiment comme ça. Ça fait partie des idées que j'avais au fond de la tête, donc j'aimerais discuter un jour avec l'UNESCO. Comment on a fait dans 400 km², au final, on a tout autour... Est-ce qu'on peut faire un périmètre UNESCO multipolaire? J'ai demandé à la chef de Bangkok, elle m'a dit j'ai jamais vu ça, ça s'est jamais fait. Et en France, on a le même problème, on raisonne par périmètre quand on fait, pour parler du jargon des urbanistes, une zone d'aménagement concerté, c'est un truc dans lequel on met un périmètre, on met des sous. Eh ben, il n'empêche que grâce à l'innovation des collectivités locales, on a réussi à faire des actes multipolaires. Je parle un jargon pas possible, enfin ça veut dire que on a le principe de l'action publique, c'est toujours on définit un périmètre avec des sous à l'intérieur. Ben là non, on a dit on fait un truc qui est moucheté,
avec plusieurs petits périmètres qui est dispersé. Peut-être que ça serait plus intelligent. Ouais. C'est un truc qu'il faudra creuser, parce qu'on ne pourra pas agrandir le périmètre à l'infini. On pourrait par contre avoir des bureaux relais, imaginer une autre organisation. Ouais, tout à fait. Très bonne question de prospective. Pourquoi dans l'histoire les archéologues se sont moins intéressés à Wat-Pou qu'encore? C'est mon impression. On doit faire de recherches. Des recherches, je ne sais pas. Pourquoi ça a moins attiré? Non, il y a eu effectivement des recherches depuis le début du XXe siècle sur Wat-Pou. Les fouilles ont commencé sur le terrain en 1991 uniquement. D'abord parce qu'il y a eu une interruption, une fermeture du pays pendant quelques années, et ensuite parce que déjà avant la guerre et la fermeture du pays, les efforts effectivement se sont concentrés sur Wat-Pou, parce que tout simplement il n'y avait pas assez de personnel formé pour pouvoir intervenir à la fois sur Angkor. Les FEO s'est concentré sur Angkor parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour assumer à la fois Angkor et Wat-Pou. Les conservateurs d'Angkor jusqu'en 1975 sont venus régulièrement à Wat-Pou vérifier l'état du site et vérifier qu'il n'y ait pas de déprédation en particulier, mais n'ont jamais eu les possibilités financières ni logistiques de s'installer à Wat-Pou pour y faire des fouilles de terrain. Donc c'est pour ça qu'elles n'ont commencé qu'en 1991. Il faut se rendre compte aussi que Angkor, à la différence de Wat-Pou, a un patrimoine archéologique visible extrêmement important. Nous avons énormément de temples qu'il faut d'abord sécuriser, qu'il faut restaurer, qu'il faut avant de pouvoir même faire de l'archéologie. Donc le gros travail des archéologues architectes à Angkor, et vous le verrez si vous venez assister à la diffusion du film L'aventure du Bapouane ce samedi là, à 16h ici, vous verrez que d'abord l'effort a été mis sur le patrimoine archéologique visible. Les fouilles d'ailleurs se sont largement développées également au Cambodge à partir de 1991. Donc le même problème s'est posé à Wat-Pou, et ce n'est pas le temple, la partie visible qui est le plus en danger à l'heure actuelle, c'est encore une fois toute cette zone archéologique très très peu visible, encore moins visible qu'Angkor. Il faut se rendre compte qu'à l'intérieur du périmètre, je reviens quand même un petit peu sur l'histoire du périmètre UNESCO, à l'intérieur de ce périmètre UNESCO, il y a quand même une différence dans les zones. Par exemple, la ville ancienne, qui est le carré qui est en bordure du Mekong, et il y a 4 zones, et elle fait partie de la zone numéro 1, qui est la zone de protection maximale, et normalement entièrement non constructible à l'heure actuelle. On voit déjà que sur une zone qui est de 2 km par 2 km, on n'arrive pas à, qui est donc quand même très petite par rapport à l'ensemble du périmètre classé, on n'arrive même pas à protéger cette toute petite zone et d'empêcher l'intrusion de constructions modernes. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans l'étendue de ce site? Parce que il y a d'autres monuments, d'autres endroits d'intérêt archéologique. Il y a la montagne, il y a un paysage. Est-ce qu'il y a des minéraux intéressants? Parce que je vois actuellement ce qui se passe au Laos, il y a énormément d'exploitation, tout le monde veut mettre en valeur ce qu'il y a sous le sol. Est-ce qu'il y a un barrage planifié pour cette partie du Mekong dans combien d'années? Enfin, ça c'est autre chose, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir des concessions ou le statut UNESCO empêche que ce genre de développement? La seule concession pour laquelle il y a de la concurrence, c'est la concession du monument de Wat-Pou lui-même. Parce que c'est là qu'il y a les touristes et que ça rapporte de l'argent. Autrement, en dehors des zones rouges et des points rouges qui sont les principaux vestiges archéologiques, il y a toute la montagne verte
classée sacrée. Et ça, à la limite, en UNESCO, les Occidentaux n'ont pas besoin de faire grand-chose, puisqu'elle est sacrée pour des raisons religieuses. Donc, y compris quand on a fait la révision du plan d'urbanisme, on voulait mettre en place des sentiers dans la montagne pour que pouvoir faire des randonnées, voir la nature. Oh là là, c'était impossible. Non, non, c'est sacré, c'est sacré. Donc, ils n'ont même pas autorisé les sentiers de randonnée, alors que ça ne les gêne pas de construire au bulldozer des constructions neuves dans la ville ancienne archéologique, parce qu'elle n'a pas de caractère religieux. Donc la montagne se protège elle-même, mais elle ne se protège pas pour autant des contrebandiers. Il y a des coupes sauvages de bois illégales, mais bon, ça... Donc autrement, non, il y a un barrage envisagé, mais beaucoup plus loin au sud. Non, tout ce qui a focalisé l'UNESCO ces dernières années, c'était la construction de cette route-là, qui est existante, qui a été prolongée comme ça, et qui passe ici en plein milieu. Alors je dirais que ce chantier routier, c'est bien que l'UNESCO ait réagi pour qu'on ne fasse pas des routes n'importe comment dans un site pareil. Mais d'un autre côté, l'UNESCO est un peu comme nous tous, ils ont très peu de moyens. Donc, comme ils ont très peu de moyens, ils ont mis tous leurs moyens uniquement sur cette route. Et ils ont regardé que cette route et ils n'ont pas regardé le reste pendant plusieurs années. Quoi. Et ce n'est que maintenant que le problème de la route est en train, j'espère, d'arriver à se résoudre, que l'UNESCO commence à se dire, ouais, mais pour la première fois, là, au mois de novembre, ils se sont dit, ah ouais, mais il y a quand même des atteintes à l'archéologie. Bah oui, depuis le temps qu'on vous le dit. Mais pareil, ils ne peuvent pas être au four et au moulin, ils ont 1000 sites à gérer dans le monde, voilà. Et donc ils ont tendance à se focaliser sur la partie qui est la plus en vue au moment de l'actualité. Et c'est très difficile pour eux aussi d'arriver à tout contrôler. Autrement, en termes de patrimoine, il y a du patrimoine qu'on pourrait dire plus... Bon, bien sûr, il y a la beauté du paysage le long du fleuve, et il y a aussi du patrimoine de type architectural, un peu comme à Luang Prabang, mais beaucoup moins concentré. Donc là aussi, c'est plus difficile d'arriver à le mettre en valeur. On a quelques jolies maisons d'origine d'époque française. On a des maisons traditionnelles en bois aussi, ici, et puis on en a quelques-unes le long de cette route-là aussi. Voilà. Mais c'est toujours plutôt dispersé. So, welcome in Batpou. Merci à nos sponsors. Amène-nous des sponsors. Voilà. Merci d'être venu. Le prochain rendez-vous, c'est samedi, le film. Christine a parlé de l'aventure du Bois-Bonne à 16h, ici dans la salle de spectacle. Prochaine conférence de Pierre Pichard, mercredi à 19h. Le titre un cycle de travaux. Restaurer les monuments khmers, un cycle de travaux qui nous parlera des restaurations architecturales de l'école français Extrême-Orient à Angkor, mais également dans le nord-est de la Thaïlande. Et puis il rappellera Wat Phu, puisqu'il a été en charge du précédent chantier école de restauration lors du FSP Wat Phu en 2007-2012. 2007-2012, merci. Je propose qu'on classe Pierre Pichard monument historique lui-même. Merci.